merci cher. Alors bonjour à tout le monde. Donc je suis Clément Maigret. Donc je vois qu'il y a certaines personnes que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer qui sont présentes aujourd'hui. Donc je salue les personnes que j'ai déjà rencontrées. Puis ravi de rencontrer les personnes pour qui c'est la première fois que qu'on a l'occasion de se croiser. Alors moi je suis chargé de mission pour une association basée à Nancy qui s'appelle AD2S, donc Accès au droit, santé, solidarité. C'est une association qui intervient dans l'accès aux soins et l'accès aux droits des personnes précaires. Donc c'est une association à dimension Grand Est qui développe des outils pour faciliter les missions des accompagnants sociaux. Donc, je vais vous présenter. J'avais eu l'occasion lors du premier webinaire le 6 mai dernier avec Sandrine de représenter la banque de ressources. Donc, simplement vous en redire quelques mots. C'est un site internet que nous portons qui regroupe toutes les démarches tous les démarches de l'accès au droit. Voilà, donc on a un travail de partenariat en lien avec les CAF, les CPAM, Pôle emploi, vraiment toutes les structures qui vont permettre à un moment d'accéder à des droits. On travaille avec elles pour centraliser ces démarches sur notre site et les mettre à jour, proposer une information actualisée. Voilà, l'idée de ce site, c'est vraiment de faire gagner du temps administratif aux accompagnants sociaux. Euh, donc c'est un site qui nous avait valu le soutien du haut-commissaire à la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté en 2019. Voilà, donc c'est une stratégie qui avait été lancée sur l'ensemble des territoires, pour laquelle notre association intervient en tant qu'animateur du groupe 12 Accès au droit. Voilà, et dans ce cadre et par rapport au site qu'on porte, on avait eu le soutien du haut-commissaire. On a d'autres dispositifs qui sont portés par l'association, mais j'en parlerai un peu plus tard. Euh, le plan de la présentation de cet après-midi. Alors, il y aura simplement une petite introduction pour donner quelques éléments par rapport à la crise sanitaire qu'on vient de vivre et qu'on est encore en train de vivre. Et ensuite, je représenterai les différents dispositifs qui permettent d'accéder à des soins ou à des soins de santé. Voilà. Donc, entre chaque dispositif, on pourra faire une pause pour poser vos questions, pour en échanger. Donc, en guise d'introduction, avant de commencer vraiment sur la présentation de différents dispositifs qui existent, je voulais revenir sur le lancement hier par le Premier ministre du Ségur de la Santé. Alors, je ne sais pas si vous en aviez entendu parler. Voilà, suite au Covid et vraiment aux réclamations qu'il y a eu dans les milieux hospitaliers de la part des personnels de soins pour apporter davantage de moyens pour que ces personnes puissent exercer leur mission. Le Premier ministre a lancé hier une consultation qui s'appelle Ségur de la santé. Donc c'est une consultation vraiment sur la transformation du système de soins. Donc ça va être une concertation entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur l'avenir des systèmes de soins pour réformer le système de santé, revaloriser les salaires des soignants et prendre en charge les salaires des patients. Et dans le discours que le Premier ministre a fait hier, en termes de conclusion, il faisait un parallèle. Je pense que quelqu'un a son micro d'allumé. Et du coup, en termes de conclusion, hier, le Premier ministre faisait un parallèle sur le Covid entre la carte des mortalités et la carte des inégalités en France. Il faisait noter une forte correspondance. En gros, c'était l'idée de se dire les personnes avec plus de difficultés sociales étaient plus représentées malheureusement dans les cartes de mortalité sur le Covid. Donc là, la mission du Ségur, ça va être de refonder un peu le système de l'hôpital, mais d'imaginer une politique de santé publique qui, qui permette de faire que les systèmes de santé produisent des effets et qui profitent à tous, qui créent moins d'inégalités sociales. Voilà, donc un peu cette conclusion du Premier ministre, elle s'inscrit aussi dans ce qu'on a pu observer durant la crise du coronavirus.
C'est-à-dire que les personnes ont renoncé massivement à leurs soins. Là, il y avait un article des Échos qui disait que pendant le confinement, il y a eu une baisse de 40% de consultations chez les généralistes. Il y a d'autres spécialités qui ont cessé d'exercer aussi pendant le confinement. C'est le cas des dentistes, c'est le cas des kinésithérapeutes, par exemple. Donc, il y a, en prenant ces deux éléments là sur le lancement du Ségur de la santé et un peu les données qu'on retrouvait dans l'article des Échos, on peut constater deux données vraiment importantes. Il y en a une, c'est que le Covid a touché, même s'il n'a pas touché que ces personnes-là, mais en majorité les personnes avec des problématiques sociales autres que la Covid. Et il y a eu une baisse du nombre de consultations. Donc, pour les prochains mois, on peut s'attendre, du fait de la mise en chômage partiel, du fait de la cessation d'activité de certaines structures, à une hausse de la pauvreté et à un report des soins qui n'ont pas pu avoir lieu pendant le Covid. Donc là, l'idée, c'était vraiment de se dire, voilà, vous allez sans doute, en tant que médiateurs sociaux, peut-être être amenés à accompagner ce type de population et à répondre à leurs questions sur comment accéder à des soins, comment accéder à des dispositifs de santé. Donc là, l'idée du webinaire aujourd'hui, c'est vraiment de faire le tour des différents dispositifs qui existent pour que vous ayez des éléments, si dans vos missions vous êtes confronté à ces questions, pouvoir orienter, pouvoir répondre au mieux. Voilà, en guise d'introduction. Donc, je présenterai les dispositifs suivants. Je vous liste les dispositifs qui vont être présentés, puis entre chaque, on pourra reprendre un temps d'échange. Donc, je reviendrai sur la protection universelle maladie, sur l'AME, qui est l'aide médicale d'État. Je représenterai, alors excusez-moi, voilà. Je représenterai les PASS du Grand Est, donc les plateformes d'accès aux soins de santé, le dispositif FIDAS, qui est la plateforme d'intervention départementale d'accès aux soins de santé portée par les CEPAM, les examens en prévention de santé, et enfin, je terminerai par la complémentaire santé solidaire, qui est venue remplacer en 2019 la CMUC et l'ACS. Bien. Donc, si c'est OK pour vous, je commence par la PUMA, la protection universelle maladie, qui est la base de la protection sanitaire en France. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que la PUMA, donc la protection universelle maladie, c'est le système qui couvre l'ensemble des Français. Donc, ça, tout simplement, à partir du moment où vous avez une carte vitale, vous bénéficiez de la PUMA. La PUMA, elle est apparue en 2016. Et par rapport au Covid, ce qui est important de savoir, si jamais vous êtes confronté à ce cas de figure, c'est que les personnes françaises qui étaient expatriées et qui, pour raison de Covid, ont dû revenir en France, peuvent bénéficier d'une ouverture immédiate de la PUMA. Habituellement, il y a un délai et il faut justifier soit de 1 heure de travail sur le territoire français, soit d'une résidence de plus de 3 mois sur le territoire français. Pour les expatriés qui reviendraient en France, du fait de la situation sanitaire, peuvent bénéficier d'une ouverture immédiate de la PUMA. Donc la PUMA, c'est ce qui donne droit à des remboursements de la sécurité sociale à hauteur de 70% sur des soins ou sur des remboursements de médicaments, à hauteur de 90% si on se trouve en Alsace et en Moselle avec le régime local. Voilà, donc pour la PUMA, je ne sais pas s'il vous faut plus de précision ou si c'est clair pour tout le monde. Si c'est bon. Ouais, quelqu'un voulait prendre la parole? Non, je souhaitais juste les inciter à ne pas hésiter à poser les questions, hein, aussi sur le chat et puis même en direct. Vous pouvez tout à fait activer votre micro et poser les questions directement, ce qui rendrait notre discussion plus intéressante, je pense, pour Clément aussi. Oui, comme on n'est pas tellement nombreux,
on peut vraiment prendre le temps ensuite aussi d'approfondir chaque point, donc ça, il y a pas de souci. Donc voilà, donc la Puma, c'était simplement un rappel, c'est vraiment la base en fait pour bénéficier d'une couverture santé euh, pour des personnes françaises ou en tout cas ayant des papiers. Pour les personnes en situation irrégulière sur le territoire français, vont pas pouvoir bénéficier de la PUMA, elles bénéficieront de l'AME, ce qui est l'aide médicale d'État. Donc l'aide médicale d'État, c'est qui... Pardon. L'aide médicale d'État, c'est un dispositif qui permet, voilà, ce que je disais, aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins. Donc il faut une condition de résidence stable et de ressources. Donc il y a un formulaire à remplir pour pouvoir en bénéficier. C'est un droit qui est attribué pour 1 an et le renouvellement doit être demandé chaque année. Donc c'est pareil, avec l'arrivée du Covid et des différentes réformes qui ont été prises, ça a introduit des changements. Donc là, actuellement, pour des personnes qui seraient bénéficiaires de l'AME et qui auraient un droit qui se terminerait entre le mois de mars et le 31 juillet 2020, leur droit à AME sera prolongé de 3 mois automatiquement à la date de la fin de leur droit. Donc si par exemple une personne a l'AME et que son droit devait se terminer au 31 juillet, donc il sera prolongé août, septembre, octobre jusqu'au 31 octobre. Et ensuite, la personne devra refaire une demande à nouveau. Donc donc pour l'AME, les conditions aussi, hein, c'est ce que je disais, pour pouvoir en bénéficier, c'est de justifier d'une résidence sur le territoire français et de justifier de ressources, il y a des plafonds. Euh, Donc, je ne sais pas s'il y a des questions spécifiques pour l'aide médicale d'État. Non, c'est clair. Ah, oui, il y a un natif, je viens de voir dans le chat, qui pose une question pour les personnes ayant un titre de séjour. Alors, je vais vérifier, mais normalement, si je ne dis pas de bêtises, les personnes ayant un titre de séjour peuvent bénéficier de la PUMA. Puisqu'elles sont sur le territoire français de manière régulière. Enfin, elles ont un type de séjour qui leur donne droit normalement à la PUMA. Voilà, donc si elles justifient ensuite de 3 mois de résidence ou alors d'une activité professionnelle, elles peuvent ouvrir des droits. Okay. Donc ça, c'était vraiment plus pour un rappel sur la PUMA et la ME qui vont être les droits de base selon si on séjourne de manière régulière en France ou pour la ME si on est en France mais sans papier. Très bien. Donc le troisième point, voilà, que j'avais dit que j'aborderais, et ça c'était plus pour faire un lien par rapport à l'introduction que j'ai faite avec le Ségur de la santé et les conséquences économiques que le Covid va avoir sur certaines populations. On le sait déjà, le Covid va fragiliser des nouvelles populations. C'est le cas actuellement, on se rend compte dans les CCAS ou alors dans les associations type Resto du Cœur. Tous les jours, il y a des nouvelles populations qui viennent solliciter des aides, notamment des aides alimentaires, parce qu'elles ont eu une baisse de revenus significative. Donc ça va être le cas aussi sur les questions de santé. Il va y avoir des populations nouvelles qui vont être en demande de dispositifs pour bénéficier, soit d'un accompagnement aux soins, soit de dispositifs qui permettent d'accéder à des soins à moindre frais. Donc, moi, je vais vous présenter les différents dispositifs qui existent sur le Grand Est. Donc, le premier, c'est les PASS Grand Est. Donc, les PASS, c'est les permanences d'accès aux soins de santé. Donc, il y en a, si je ne dis pas de bêtises, une quarantaine sur le Grand Est. C'est des dispositifs
qui se trouvent au sein des hôpitaux et qui permettent d'accéder à une consultation, voilà, pour des publics précaires. Ça peut être soit des publics précaires parce qu'elles sont en situation irrégulière sur le territoire français, soit en situation précaire de manière économique. Donc les permanences d'accès aux soins de santé, il y a différentes spécialités. Voilà, je disais, il y en a 42, je crois, de tête sur le Grand Est. Il va y avoir des passes généralistes où vous allez pouvoir consulter un médecin, faire un premier bilan de santé. Et il va y avoir des passes spécialisées, il va y avoir des passes dentaires, des passes maternité, des passes psychiatriques aussi, voilà, pour réaliser de l'accompagnement psychiatrique des personnes précaires et fragiles psychologiquement. Donc il y a différentes passes qui existent et toujours les accompagnements qui sont réalisés dans le cadre des passes lorsque une personne va consulter la passe. Il y a également un accompagnement aux droits. Il y a toujours un bilan un peu des droits sociaux de la personne qui va être effectué par un travailleur social. Oui, du coup, il y a Issa qui pose une question. Est-ce que les droits concernent aussi les personnes en situation irrégulière? Alors oui, une personne sans papier étrangère, enfin migrante, qui est là en France, peut très bien se rendre dans une passe. Il n'y a pas de souci. Actuellement, les passes, en tout cas, c'était le cas de la passe de Nancy qui se trouve dans l'hôpital, hein, comme je le disais. Elle a dû adapter son fonctionnement par rapport à la crise sanitaire. Il faut prendre rendez-vous au préalable par téléphone pour pouvoir consulter. Donc ça, je vous enverrai à la suite de ce webinaire un document qui recense vraiment, c'est un annuaire avec toutes les passes, les différentes spécialités sur chaque territoire avec les contacts. Ça, c'est pareil, si vous êtes amené à orienter une personne que vous accompagnez vers la passe de votre territoire, le mieux, c'est de prendre contact avec par téléphone au préalable pour savoir s'il faut prendre un rendez-vous ou si la passe refonctionne normalement maintenant depuis le déconfinement. Voilà, donc pour les passes, je ne sais pas si c'était un dispositif que vous connaissiez ou auquel vous avez peut-être déjà eu recours dans le cas de personnes que vous accompagnez. Il y a quelqu'un qui... Oui, il y a Aïcha qui voulait prendre la parole, je crois. Oui, moi j'avais juste une petite question. Le pass, est-ce que, en fait, moi j'ai deux enfants qui sont arrivés sur le territoire français, donc actuellement en situation irrégulière, et je me posais la question en ce qui concerne les vaccins, etc. Donc je suis en train de faire un petit peu quelques recherches à savoir justement s'il y avait quelque chose pour des mineurs. Est-ce qu'il faut les orienter vers le PASS aussi, ou est-ce qu'il y a des associations de médecins bénévoles? Des mineurs non accompagnés, alors, ou c'est des... En fait, ce sont des mineurs qui viennent rejoindre leur papa qui est déjà sur le territoire français. Okay. Le papa étant régularisé. Oui. C'est ce que je disais, hein, pour la passe, il n'y a pas de conditions particulières, c'est vraiment destiné à des publics en précarité ou alors en situation irrégulière, donc il n'y a pas de critères d'âge, donc à ce moment-là, je pense qu'elle pourrait, les deux jeunes que vous accompagnez pourraient aller consulter la passe pour faire le point avec elle. Il y a les centres de vaccination aussi également qui existent. Je ne sais pas sur les centres de vaccination si elles ont des programmes de vaccination qui vont être disponibles pour ce cas de figure. Pour les centres de vaccination, j'ai un peu moins d'informations. Ouais, je ne sais pas, moi j'ai eu l'info par une assistante sociale. Apparemment, il existerait des associations de médecins bénévoles au sein du Secours catholique qui font des vaccins pour ces enfants-là en situation irrégulière. Ouais, même ça, ou alors Médecins du Monde, je pense. Mais la
passe, en tout cas une consultation à la passe, peut être un moyen aussi de se renseigner sur les différentes choses qui existent et d'avoir un premier suivi. C'est ça qui est intéressant aussi avec la passe, comme ça se trouve dans les hôpitaux, lorsqu'il y a besoin et c'est aussi pour ça que les passes se trouvent dans les hôpitaux, ça permet, lorsqu'il y a besoin de recourir à une ingénierie ou à des machines peut-être un peu plus lourdes, ça permet d'avoir accès au matériel de l'hôpital. Même si c'est des maladies vraiment graves qui nécessitent un suivi, il va y avoir un suivi dans le cadre de l'hôpital, mais en tout cas, les passes, du fait de leur implantation, sur certaines situations bien précises, bien particulières, à certains moments pourront recourir aussi aux équipements de l'hôpital, donc ça c'est intéressant. Et normalement c'est des consultations gratuites, hein, il me semble, les passes aussi, si je dis pas de bêtises, donc là voilà, ça permet vraiment d'avoir un premier bilan, quoi, et avoir des premières orientations et accès à des premiers soins aussi. Du coup, dans la suite des passes, je vous disais, hein, je vous enverrai les annuaires avec les différents contacts des passes sur le Grand Est et un récapitulatif un peu de leur mission. Et un peu en parallèle des passes, on peut dire, qui existe également, c'est les examens en prévention de santé. Alors ça, les examens en prévention de santé, c'est voilà, c'est une offre qui va. Oui. Oui, j'avais une question en complément de ce que venait d'aborder Aïcha, oui. Si des personnes sont en situation irrégulière et bénéficient de solidarité de médecins, ainsi de suite, c'est dans un cadre qui n'est pas un cadre légal, on est d'accord. C'est-à-dire que là, c'est comme on a dans la Marne, il y a une association effectivement de médecins qui se dédie à apporter une assistance à des personnes venant d'arriver, quoi, des primo-arrivants, mais qui n'ont pas encore de carte de séjour et autres. Est-ce qu'on peut les retrouver dans un annuaire? Non, c'est donc des gens qui font ce travail à côté ou c'est quelque chose d'officiel, voilà, Alors, qu'on peut. tu demandes dans le cadre des passes, hein? Dans le cadre des passes, apparemment, ils n'ont pas droit, ces personnes-là qui n'ont pas de carte de séjour, qui sont en irrégularité. Est-ce qu'ils bénéficient au pass? Ils peuvent bénéficier au pass? Non? Oui? Ici, les passes, voilà, là, je suis sur le site pour vous donner l'information exacte. Les passes, donc, c'est tout patient en situation de précarité, donc présente souvent un cumul de facteurs de précarité qui ont besoin de soins externes. Donc ça peut être aussi bien des personnes comme les deux jeunes qui sont en situation irrégulière, voilà, précarité de logement, précarité financière, isolement social, difficultés, qui ont besoin. D'accord. Oui, non, en tout cas, enfin les passes, c'est voilà, l'idée c'est offrir un accès aux soins, un accompagnement aux soins, aux patients dans la perspective d'un retour à l'offre de soins de droit commun. Ce soin peuvent ne pas être facturés si le patient ne peut pas bénéficier d'une couverture maladie au moment de la réalisation des actes. Donc si une personne comme les deux jeunes là, qui viennent d'arriver en France, peuvent consulter la PASS. Et ensuite, si la PASS n'est pas en mesure de réaliser les vaccins, devrait pouvoir les orienter vers d'autres partenaires. Il y a Aïcha qui voulait compléter peut-être ou poser une autre question. Oui, non, mais parce que quand on dit la gratuité des soins, je ne sais pas, parce que nous, on a eu justement la mauvaise surprise d'avoir orienté une dame qui venait d'arriver sur le sol français, donc vers La Passe. Il me semble, alors je ne vais pas vous dire de bêtises parce que c'est ma collègue qui a repris le relais,
il me semble qu'il doit y avoir un suivi justement de l'assistante sociale qui doit compléter, il me semble, un formulaire ou je ne sais quoi, parce que la dame en fait qui a eu des soins, c'était des soins lourds, très coûteux, elle a eu quand même quelques mois après la mauvaise surprise de recevoir une très très grosse facture de l'hôpital. Donc voilà, donc la gratuité. Alors, c'était oui, parce que les soins qu'elle a reçus ensuite s'inscrivaient vraiment dans un parcours d'hospitalisation, je pense, et c'était ça, c'est la facture. Quand, à mon avis, quand il parle de gratuité pour les consultations à la passe, ça va être les premières consultations et la pose d'un premier diagnostic, certainement. D'accord, oui, c'est bien ça. Effectivement, sur s'il y a des soins lourds, oui, je pense que là, ouais, il y aura une. Ah oui, parce que je vous dis, la pauvre dame, bon, après, voilà, elle a eu quand même un cancer, donc il y a eu des séances de chimiothérapie, de tout ça. Et puis, malheureusement, au bout de quelques mois, on s'est aperçu qu'elle avait reçu quand même une facture de 8 000 €. Je peux vous dire que. Voilà quoi. Donc ça, il faut vraiment le savoir que dès le départ, voilà, je pense que parce qu'on nous avait expliqué un petit peu qu'il aurait fallu que l'assistante sociale en fasse la demande ou remplisse un formulaire. Bien sûr. Pour avoir une prise en charge. Mais oui, c'est étonnant que bon, elle n'ait pas eu de devis, ou en tout cas qu'elle n'ait pas été prévenue au préalable du coût de ces soins. Elle a dû être prévenue, mais comme il y a encore une fois, il y a eu la barrière de la langue, cette dame-là n'était pas accompagnée, donc à mon avis, elle a dû être prévenue, mais malheureusement, elle n'a peut-être pas compris. Et, je vous dis, quand elle est arrivée avec les courriers, puis qu'on s'est aperçu au bout de quelques mois que c'était les factures de l'hôpital, et donc on continue encore à faire des courriers et voilà, et des recours pour pouvoir effacer sa dette, mais voilà, il faut le savoir aussi, quoi. C'est important de le savoir. Oui, non, je pense qu'il faut être vigilant. Effectivement, la passe va permettre, sur des premières consultations, voilà, d'avoir accès à quelque chose de gratuit. Après, effectivement, sur des traitements beaucoup plus longs et plus lourds comme cette dame, effectivement, là, je pense que ça sort du cadre de la passe. Et donc, à ce moment-là, se renseigner sur le coût que ça va avoir. Et du coup, voilà ce que je disais un peu en plus ou en parallèle de la passe, il existe d'autres dispositifs, voilà, pour des personnes qui pourraient être à un moment éloignées des systèmes de soins, enfin des parcours de santé en tout cas. Donc là, j'ai présenté la passe qui se trouve dans les hôpitaux. Il y a un autre dispositif qui s'appelle l'examen en prévention de santé, qui est porté par l'assurance maladie. Et ça, c'est pareil, l'examen en prévention de santé, c'est un examen gratuit auquel on peut avoir recours une fois tous les 5 ans ou une fois tous les ans si on est en situation de précarité et qu'on a plus de 16 ans. Et là, c'est pareil, c'est vraiment l'idée de faire un bilan sur sa santé et aussi sur sa situation et de pouvoir être réorienté dans un parcours de soins classique à la suite de cet examen de santé. Donc, ce qui est intéressant, c'est par exemple pour les jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, l'examen de santé, il peut être porté sur des thèmes. Donc, il y a les addictions, bien-être, vie affective et sexuelle, activité physique, par exemple. Voilà, les examens pour les jeunes peuvent être un peu orientés sur ces thématiques en fonction de ce que le jeune va exprimer, un peu de ses besoins. Donc, dans chaque examen de prévention de santé, il va être aussi accompagné d'un temps d'échange avec des professionnels. Donc, il y aura professionnels administratifs, infirmiers, dentaires. Voilà, ça va permettre vraiment de réaliser un bilan complet et de pouvoir orienter ensuite au mieux la personne. Ça, c'est ce que je disais, hein, c'est une offre qui est gratuite, soit une fois toutes les 5 ans pour les personnes sans difficultés particulières, ou alors pour des personnes plus en situation de précarité, ça peut être une fois par an un examen de santé gratuit. Donc j'avais repris un peu, c'est là, les lieux où ça peut
par exemple, en Meurthe-et-Moselle, c'est le centre de médecine préventive qui se trouve à Vendeuvre-les-Nancy ou à Longwy, qui peut réaliser cet examen en prévention de santé. Donc, il faut simplement les contacter et prendre rendez-vous. En Moselle, ça va se faire à Metz. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait des personnes de la Marne qui étaient là, donc ça va être à Reims, Châlons, Vitry, dans les Vosges, c'est à Épinal et Saint-Dié. Donc voilà, à chaque fois, ça se fait un peu dans les chefs-lieux du département. Et ça, c'est pareil, c'est vraiment l'idée. Ça s'adresse à des personnes, ça par contre, qui sont en situation régulière, qui vont être déjà affiliées à l'assurance maladie, mais qui ne seraient pas allées consulter depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, pour X raisons. Là, ça va un peu leur remettre le pied à l'étrier et permettre de faire un check-up de leurs problèmes possibles de santé. C'est gratuit, voilà, c'est pareil. Je ne sais pas s'il y a des remarques ou des questions par rapport à ce dispositif, ou si vous le connaissiez déjà. N'hésitez pas, hein, l'intérêt de l'échange dépend aussi de votre capacité à contribuer. La parole est libre, on n'est que 8 là. Je fais mon commercial, excuse-moi. Ah, bien. Donc, ça veut dire que c'est très clair pour le moment. Oui. Ouais, mais je vous renverrai aussi pour chaque dispositif, je vous renverrai soit les documents, soit les liens qui renvoient vraiment vers la présentation de chaque dispositif. Voilà, donc l'examen de... Pardon? Oui. La médecine préventive, c'est souvent la sécurité sociale qui les envoie la plupart du temps. Oui, les centres de médecine préventive, alors ça s'appelle pas, comment dire, par exemple, en Meurthe-et-Moselle, c'est le centre de médecine préventive qui va réaliser l'examen en prévention de santé. J'ai vu que dans la Marne, alors c'était pas le centre de médecine préventive, ça avait un autre nom. Centre de promotion de la santé, je crois. Voilà, c'est ça, CPS, exactement, ouais. Et, oui, je pense que c'est des structures qui sont portées par l'assurance maladie, mais vous pouvez, en fait, vous pouvez prendre contact avec et vous inscrire pour aller réaliser un examen en prévention de santé. Là, il y a Monsieur Favard qui reprécise C'est ça, Francis. dans les commentaires que c'est un dispositif de droit commun qui fonctionnait avant par vague. Alors, c'est vrai, en tout cas, moi, j'ai jamais eu recours à cet examen en prévention de santé, mais pour la génération de mes parents, par exemple, qui vont avoir autour de 60 ans, c'était quelque chose où chaque année, en fait, ah, c'est vrai, j'entends des personnes qui rigolent, mais c'est parce qu'on doit être des anciens. Ah, mais c'était quelque chose de beaucoup plus répandu. Je pense maintenant que les générations peut-être plus jeunes y ont moins recours, mais fut un temps, c'était, comment dire, on n'allait pas là-bas en pèlerinage, mais on y allait assez régulièrement, c'était quelque chose d'assez répandu. Et non, alors Nati demande si c'est chez le généraliste l'examen en prévention de santé. Alors, non, ça se fait pas chez le généraliste, hein, c'est ce que je disais, ça se fait dans des centres de centres prévention. de santé, dans des centres où en fait vous allez retrouver un infirmier, un médecin, un dentiste, quelqu'un avec un profil peut-être plus d'accompagnant social pour faire le point sur vos droits également. Et voilà, l'examen va porter sur vraiment sur vous, votre santé, si vous avez des maladies cardiovasculaires, du diabète, voilà, ça va être quelque chose centré sur vous. Voilà. Après, je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes qui souhaitaient apporter des compléments peut-être sur cet examen en prévention de santé ou qui ont peut-être eu déjà recours ou alors orienter des personnes. Oui, moi j'oriente souvent des personnes. En fait, moi, les résidents à Doma le reçoivent automatiquement. Et puis, voilà, on les regroupe en fait et on fait, voilà, on complète les rendez-vous et puis ils y vont.
Les résidents à Doma, c'est des personnes migrantes, hein, si je me trompe pas, c'est ça? Non, c'est des Non, personnes de toute origine. Et puis, je vous dis, d'accord. c'est des personnes âgées. Enfin, les résidences maintenant accueillent tout public, hein, mais je vous dis, la plupart, on va dire 50% des résidents à Doma, ce sont des personnes âgées. Et je vous dis, automatiquement, tous les ans, ils reçoivent le formulaire de la sécurité sociale, les invitant à faire justement un bilan de santé. D'accord. Alors, il y a Aigle France-Lise qui dit qu'elle n'entend plus rien. Moi, j'entends. Est-ce que les autres vous entendez? J'entends aussi. Oui, on entend. Donc, regardez si vous n'avez pas coupé votre micro, Aigle France-Lise. Merci pour vos réponses. Franck, je confirme, Clément, je confirme, hein, moi aussi, je me sens vieux du coup parce que j'ai bénéficié 2 fois de ça quand j'étais dans les Greta. Et pourtant, je suis pas de la génération. Tout est relatif. Hein. Je pense que, en tout cas, oui, je pense que pour les générations qui ont la trentaine, c'est peut-être pas quelque chose auquel on pense forcément, en tout cas, l'examen en prévention de santé. À mon avis, une fois qu'on en a fait un, après, effectivement, on va recevoir automatiquement la convocation ou l'invitation à s'y rendre pour les fois précédentes. Ouais. Mais c'est un dispositif qui n'est pas toujours connu, quoi, en tout cas. Et notamment chez les plus jeunes, parce que nous, on travaille avec les missions locales, donc des jeunes qui vont avoir entre 16 et 25 ans, où la santé, c'est pas la priorité, quoi, pour eux. Et, ils vont pas souvent consulter leur médecin et des fois ils ont quelques problèmes qui laissent traîner. Et ce dispositif, je pense, chez les plus jeunes qui vont avoir entre 16 et 25 ans, c'est pas hyper connu et pour autant ça permet d'avoir un accompagnement qui permet de s'inscrire dans un parcours de soins et c'est toujours bénéfique, quoi. D'autant plus que normalement c'est gratuit si on bénéficie de la PUMA, donc voilà. Il n'y a pas d'autres questions sur le chat, mais je répète encore, hein, n'hésitez pas, prenez la parole et vous pouvez aussi ouvrir vos caméras. Pour Franck, c'est peut-être plus facile de parler à quelqu'un en visu. Donc voilà, c'est libre et l'essentiel, c'est que vous vous sentiez à l'aise et qu'il y ait un échange intéressant et enrichissant. Voilà. Et donc, toujours un peu dans cette idée de permettre à des personnes de se réinscrire dans un parcours de soins ou alors d'accéder à certains soins de santé. Il y a un service mis en place par les caisses primaires d'assurance maladie qui s'appelle la FIDAS, qui va changer de nom prochainement. Et quelqu'un souhaitait prendre la parole? Je disais justement que c'était ma prochaine question. Je voulais que vous nous parliez du FIDAS. Ah oui, ben voilà, j'y arrive. Et ouais, du coup, FIDAS, c'est plateforme d'intervention départementale d'accès aux soins de santé. Donc, c'est un acronyme assez compliqué et qui va changer en 2020. Je pense dans le deuxième semestre, va changer d'appellation. C'est un dispositif qui est porté par les caisses d'assurance maladie. Et ça s'adresse au public en renoncement aux soins. Donc l'idée est vraiment très simple. C'est des structures d'accompagnement social, donc des CCAS, des associations, des CHRS, peu importe, qui vont contacter l'assurance maladie pour leur dire, voilà, nous on accompagne telle personne, elle est en renoncement aux soins parce qu'elle a une difficulté à trouver un rendez-vous chez un opticien, parce que son médecin est trop loin de son lieu de résidence et elle ne peut pas se déplacer. C'est une personne qui n'est plus allée consulter depuis X années. Voilà, donc la structure accompagnante va saisir la cellule FIDAS de la CEPAM. Et la CEPAM, dans les 72 heures, en théorie, reprend contact avec cette personne pour essayer de mettre en place un accompagnement personnalisé jusqu'à la réalisation du soin. Donc, pour savoir à quel moment une personne est en renoncement aux soins, c'est par exemple une personne qui va voir son généraliste régulièrement, mais qui n'irait pas consulter son opticien ou son ophtalmo, pardon,
parce que trop loin de son domicile, difficulté de se déplacer, difficulté d'obtenir un rendez-vous, ça peut être considéré comme du renoncement aux soins. Voilà, il y a vraiment différentes formes de renoncement et les agents qui travaillent dans les cellules FIDAS vont essayer de mettre en place avec la personne des solutions pour arriver jusqu'à la réalisation du soin. C'est des accompagnements téléphoniques uniquement, il n'y a pas de rencontre en physique, ça va simplement passer par du téléphonique et il faut que la personne en question, avant d'être recontactée, ait donné son accord. Donc, vous, lorsque vous accompagnez une personne dans le cadre de vos missions, si vous sentez qu'elle est en renoncement aux soins, avant d'aller reporter son cas à la FIDAS, il faut obtenir bien sûr l'accord de la personne, ce qui est normal. Et ensuite, souvent, il y a soit un questionnaire en ligne, soit un petit document à remplir avec une adresse mail dédiée qu'on va retourner à l'assurance maladie. Et à ce moment-là, les personnes reprendront contact avec la personne en renoncement. Voilà, je disais, c'est un dispositif qui va changer de nom bientôt. Je sais pas, il n'y a pas eu de communication sur le nom qui va être donné. Donc ça, je peux pas vous dire. Mais c'est en tout cas un dispositif qui fonctionne assez bien. Selon les départements, dans certains départements, il me semble, toutes les structures d'accompagnement ne peuvent pas envoyer des sollicitations à la FIDAS. Il faut être inscrit dans un espèce de système de partenariat avec. Ça dépend des départements. Sur la banque de ressources, le site comporte, vous pouvez retrouver, on a un petit onglet espace soins dans lequel on a un onglet FIDAS et on reprécise, voilà, pour chaque département, quelle est l'adresse mail de contact, le numéro vert s'il y en a un. Donc, on n'a pas pu malheureusement remplir les 10 départements du Grand Est parce que tous ne souhaitent pas figurer sur notre site. Mais si par exemple je prends la FIDAS de l'Aube, il y a un questionnaire et une adresse mail type à laquelle vous allez retourner le questionnaire. Donc ça c'est pareil, si vous souhaitez les informations là, je pourrais vous les transmettre si vous avez besoin de contacter votre FIDAS. Il y a Aïcha qui sollicitait la parole. Je ne sais pas si… Aïcha, Oui. Vous avez la parole. Oui, vous la sollicitez. J'étais en train d'écrire en même temps. Oui, parce que justement, ou la FIDAS, je ne sais pas comment on dit, dans le cadre, par exemple, on a tous des difficultés à prendre rendez-vous avec un ophtalmologue. Donc, à ce moment-là, je peux faire appel à la FIDAS, remplir le formulaire, demander un rendez-vous et ils sont en charge de nous trouver un rendez-vous, c'est ça? Oui, alors bon, après, il faut savoir qu'ils ne feront pas des miracles et qu'ils ne mettront pas moins longtemps que vous à obtenir un rendez-vous. Mais c'est vraiment plus ça va être de l'orientation dans ce cas-là sur un ophtalmologue. Ça va être comment dire, ouais, je vois la question des ophtalmos, c'est souvent dire il y a 6 mois de délai, donc c'est extrêmement long d'obtenir un rendez-vous. Dans le cas là, la FIDAS ne sera pas compétente pour vous obtenir un rendez-vous plus rapidement, mais ça va être sur d'autres problématiques de renoncement aux soins plutôt. Tu vois, si par exemple une personne ne va pas consulter son ophtalmo parce qu'elle a des difficultés financières ou alors ce que je disais, parce qu'elle a des difficultés de déplacement, là, il va y avoir des solutions qui vont être possibles de mettre en place. Après, sur les délais, ça, malheureusement, eux ne peuvent pas y faire grand-chose. Il faut obligatoirement l'autorisation de la personne, en fait. Oui, c'est ça. Avant de déposer en tout cas, avant de solliciter la FIDAS pour leur dire, moi, j'accompagne telle personne que j'estime en renoncement aux soins, il faut que cette personne en ait été avisée et qu'elle vous donne son accord. Si ce n'est pas le cas, si la personne ne donne pas son accord, on ne peut rien faire. Non, en théorie, si la personne n'est pas d'accord pour que vous
sollicitiez la PFIDAS pour elle. Non, normalement, vous n'avez pas le droit de... Il faut respecter la liberté de la personne, normalement. Donc non, là, vous n'avez pas le droit. Là, je me fais le représentant de Madame Morvan qui dit toujours face à ce type de questions, on s'arrête. Là s'arrête le travail de la médiatrice. Oui, on s'arrête. D'accord, mais on s'arrête. Mais justement, moi, j'ai le cas aussi d'un monsieur comme ça qui est complètement en renoncement de soins, qui se laisse mourir à petit feu. Donc, à part, je vous dis, j'appelle son médecin traitant qui se déplace pour venir le voir. Et encore, même le médecin traitant, je pense qu'il a baissé les bras. Mais je pense que ma mission, elle n'est pas complètement accomplie. Donc, j'essaie de le faire hospitaliser parce que le monsieur, il perd du poids, il mange plus, il se laisse complètement mourir. Mais dans ce cas-là, on ne fait rien. En fait, ma mission, elle s'arrête là. Après, si vous, comment dire, si vous arrivez à convaincre cette personne de la laisser, de vous laisser prendre contact avec la PFIDAS pour elle, c'est très bien. Après, simplement, la PFIDAS va reprendre contact de manière téléphonique avec elle. Mais si la personne elle-même n'est pas décidée à avoir recours à des solutions, bon là c'est compliqué parce que ça arrive. Les agents de la PFIDAS vont essayer de tout mettre en œuvre pour arriver à une solution, mais des fois ça arrive aussi qu'elles tombent sur des personnes qui sont un peu récalcitrantes, qui de leur côté non plus ne fassent pas d'efforts pour suivre un peu ce qui va être mis en place. Donc là, je veux dire, après, si la personne elle-même n'est pas volontaire pour ouais, voilà, pour avoir recours à des soins, bon là, je veux dire, on peut pas la forcer non plus, quoi. On peut lui proposer de se faire accompagner par la PFIDAS, mais au-delà, c'est... Voilà. Je sais pas, là, dans le cas de cette personne, c'est-à-dire qu'elle sort pas de chez elle, j'imagine, elle souhaite pas aller consulter, il n'y a pas de... Complètement ça. Ouais. Après, ouais, c'est ça aussi, il y a différents dispositifs qui existent, mais si de l'autre côté, la personne n'a pas la volonté peut-être de recourir, bon là malheureusement c'est compliqué, quoi. Ouais. De rien. Je sais pas si d'autres personnes avaient des questions sur la PFIDAS ou si c'était un dispositif que vous connaissiez. Il n'y en a pas sur le chat en tout cas. Donc, Oui, non, je vois, ouais. Ouais, c'est un dispositif qui a maintenant 1 an, non, 2 ans maintenant, la PFIDAS. Donc ça reste quand même relativement récent, mais c'est amené vraiment à se développer, à se démocratiser là dans les années à venir. Alors pendant la période de confinement, le service de PFIDAS s'était mis en pause pour travailler sur d'autres missions en lien avec le Covid. Là, les cellules reprennent leur travail, donc elles sont en mesure à nouveau de proposer des accompagnements téléphoniques pour essayer de trouver des solutions pour les personnes en renoncement. Je peux poser une question justement, Clément, par rapport à ça. Si on compare par exemple au décrochage scolaire, on a entendu récemment que les publics décrocheurs, le confinement a intensifié les choses plus ou moins. Est-ce que par rapport au renoncement de soins, la période de confinement a amplifié le phénomène ou pas? Ah oui, c'est ce que je disais en introduction. En fait, là, pendant la période de confinement, les consultations chez les médecins généralistes ont baissé de 40%. Donc, soit parce que les personnes avaient peur de se rendre chez leur médecin, de peur d'être contaminées par le Covid, ou alors ne souhaitaient pas déranger leur médecin en pensant qu'elles avaient d'autres choses plus importantes à faire, notamment en lien avec le Covid. Donc il y a eu une grosse baisse de fréquentation des médecins et une grosse baisse des recours aux soins. Par exemple, nous, on travaille
on porte à D2S, on porte une offre qui s'appelle la garantie santé, qui est une offre de complémentaire santé, avec laquelle on est en partenariat avec une mutuelle, Acoris Mutuelle. Et Acoris Mutuelle me disait, eux, de leur côté, habituellement, en temps normal, par semaine, ils vont en bourse à leurs assurés, enfin à leurs bénéficiaires, 160 000 euros, je crois, de soins par semaine. Ils étaient tombés à 40 000 euros durant le confinement. Donc ça prouve bien en fait qu'il y a eu une baisse vraiment drastique du recours aux soins pendant le confinement. Voilà, pour les raisons que j'évoquais, soit peur de déranger les professionnels, soit peur de se contaminer avec le Covid. Et il y a eu, là dernièrement, je pense que c'était courant mai, les différents ministres, Premier ministre, ministre de la Santé, le professeur Salomon aussi, le directeur général de la Santé, qui ont lancé des appels vraiment pour inciter les personnes à continuer à consulter, à aller se faire soigner, en disant ils avaient peur un peu de l'effet d'une bombe à retardement où les personnes n'allaient plus consulter et où toutes les maladies chroniques en fait allaient revenir en force là dans les semaines qui allaient suivre parce que durant le confinement il y avait eu une espèce d'abandon des soins. La CEPAM notamment prévoit pour tous les malades chroniques qu'ils accompagnent, donc diabète, etc. Ça représente 11 millions d'assurés. Ils vont envoyer un courrier là dans les prochains jours, je pense, pour les inviter à les consulter en fait. Parce qu'ils 11 millions en période de confinement ou 11 millions, c'est le chiffre même en période normale? Non, 11 millions, c'est le chiffre de personnes malades chroniques. Chronique. Je ne saurais pas dire toutes les maladies que ça représente, mais en tout cas, l'assurance maladie a dans ses fichiers 11 millions de personnes atteintes d'une maladie plus ou moins grave. Et elle va envoyer un courrier postal ou mail là, dans les prochains jours à ces 11 millions d'assurés en leur disant vraiment de ne pas cesser leurs soins, de continuer à les consulter. Parce qu'après, il y a vraiment des risques sanitaires si ces personnes, en fait, arrêtent de se faire soigner, quoi. Du coup, oui, un peu, le renoncement aux soins, oui, c'est un peu, non, c'est même beaucoup amplifié durant le confinement, quoi. Et sur le terrain, quel peut être le positionnement des médiateurs, ceux qui sont sur le terrain, ceux qui accueillent des personnes par rapport à ce phénomène? C'est de relayer le discours officiel de ces organismes pour essayer d'inciter au maximum. C'est leur positionnement, c'est. Oui, moi je pense, et c'était aussi un peu l'idée de mon intervention aujourd'hui, c'est d'avoir connaissance des différents dispositifs qui existent pour avoir recours aux soins si on se retrouve dans une situation un peu compliquée, un peu précaire. Et donc, c'est vraiment encourager ces personnes à faire appel à ces dispositifs. La plupart du temps, c'est des dispositifs gratuits qui sont mis en place soit par des CPAM, soit par des organismes d'État. Donc, ne pas hésiter à y faire appel pour avoir un premier bilan, un premier accompagnement et pouvoir accéder à ces soins in fine, quoi. Mais comme je suis bavard, je continue une dernière question, tu permets? Oui, je t'en prie, je t'en prie. Mais elle s'adresse à nos participants. Est-ce que vous avez des indicateurs qui vous permettent d'identifier ce type d'attitude, des choses que vous observez et qui vous permettent de dire là, on est dans le cadre éventuellement d'un renoncement? Est-ce que vous avez des indicateurs, des indices qui vous permettent d'identifier cela? J'ai posé peut-être une question bête, mais comme il n'y en a pas d'après ce qu'on dit. Non, mais après il faut savoir que le renoncement, il faut savoir que les annulations de rendez-vous et les pas faciliter les choses non plus.
Parce que pour ma part, il y a beaucoup de personnes qui avaient des rendez-vous juste avant le confinement, juste avant cette crise-là, et puis ils se sont vus tous recevoir des annulations, des reports de rendez-vous, et en fait, ces personnes-là avaient quand même des pathologies assez lourdes, et pour eux, dans leur tête, si ça a été décalé, c'est que je ne suis pas si malade que ça, et il a fallu, voilà. Prendre un peu le relais sur ça, leur expliquer que non, ça a été décalé parce que voilà, il y avait la crise et tout, mais que par la suite, il fallait quand même continuer les soins. Et ça, franchement, ça n'a pas aidé du tout. Oui, effectivement. Pendant la crise du Covid, moi, j'ai rencontré plusieurs personnes qui avaient peur de consulter. Donc, ils annulaient carrément leur rendez-vous. Je leur disais que c'était pas la meilleure façon de faire et qu'il valait au moins consulter leur généraliste, au moins faire le nécessaire, le minimum. Merci, Marianne. D'autres contributions? Non, je pense qu'on peut avancer, Clément. Ok, ça marche. Alors, du coup, on arrive au dernier point sur un peu les dispositifs qui existent en matière d'accès aux soins. Donc j'avais représenté la PUMA, l'AME, et ensuite 3 dispositifs qui permettent un peu de se raccrocher à un parcours de santé, donc la PAS, la PFIDAS et l'examen en prévention de santé. Le dernier point, c'est sur la complémentaire santé solidaire, qui est un dispositif, encore une fois, porté par l'assurance maladie. La complémentaire santé solidaire qui est entrée en vigueur en novembre 2019 et qui est venue remplacer la CMUC et la CS. Voilà. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, je vais en redonner des précisions de toute manière sur la complémentaire santé solidaire. Pardon? Je ne connais pas du tout. Ah, très bien. Ça ne parle pas. On va découvrir ça ensemble tout de suite. Oui, du coup, ce que je disais, la complémentaire santé solidaire, c'est entré en vigueur en novembre 2019 et ça remplace l'ancienne CMUC et l'ancienne ACS. ACS aide à la complémentaire santé. Voilà, la complémentaire santé solidaire, c'est une offre de complémentaire en plus de la protection de base qu'on a à l'assurance maladie. C'est une offre qui va être soit gratuite, soit avec une contribution participative à hauteur maximum de 1 euro par mois, de 1 euro par jour, donc 30 euros par mois. Pardon. Voilà, donc comme le dit Francis Favard, ça vient, la complémentaire santé solidaire, en remplacement des 2 dispositifs d'avant, CMUC et ACS. Donc, si avant novembre 2019, vous étiez une personne bénéficiaire de la CMUC, automatiquement, maintenant, si votre situation n'a pas évolué, vous bénéficiez de la complémentaire santé solidaire sans participation financière. Si avant novembre 2019, vous étiez bénéficiaire de l'ACS, vous allez bénéficier de la complémentaire santé solidaire avec participation financière. Et donc, selon vos revenus, ça peut aller jusqu'à 1 euro par jour, donc 30 euros par mois. Les critères de revenus de la complémentaire santé solidaire, je vais vous dire, c'est 1 016 euros. Si vous gagnez plus de 1 016 euros par mois, vous n'avez pas le droit à ce dispositif de l'État. Voilà, c'est ça. Alors, attendez. Ah voilà. Oui. Donc, si vous gagnez plus de 1 016 euros par mois, vous n'avez pas le droit à la complémentaire santé solidaire. Si vous gagnez 750, pour une personne seule, j'entends. Si vous gagnez 753 euros par mois, vous allez bénéficier, ou moins, vous allez bénéficier de la complémentaire santé solidaire sans participation. Et donc, entre 753 euros et 1 016 euros par mois, pour une personne seule, vous aurez le droit à la complémentaire santé avec participation financière.
une personne qui va être au RSA aura le droit automatiquement à la complémentaire santé solidaire. Aïcha pose une question, avec ou sans participation, cela veut dire quoi? Oui, ça veut dire du coup, il y a la complémentaire santé solidaire. Comment dire, les choses auxquelles vous aurez le droit avec la complémentaire santé solidaire en termes de remboursement, ça va être les mêmes. Mais selon vos revenus, si vous gagnez moins de 753 € par mois, la complémentaire santé solidaire, ça sera gratuit pour vous. Et si vous gagnez entre 753 et 1016 € par mois, vous aurez une petite contribution à payer qui peut aller jusqu'à 1 € par jour, donc 30 € par mois. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, ça, Aïcha, pour vous. Oui, c'est très clair. Bon, bah, parfait. Du coup, concernant la... C'est un peu long de dire complémentaire santé solidaire, du coup, les gens l'appellent C2S, donc je vais utiliser ce terme aussi. Et concernant donc cette C2S, voilà. Pendant la période de confinement et pendant la période d'état d'urgence sanitaire, là, qui est encore en cours, si vos droits à la C2S se terminaient entre mars et juillet 2020, ils sont prolongés automatiquement de 3 mois à compter de la fin de vos droits. Vous n'avez rien à faire, ça va être automatique. Il faut juste avoir une carte vitale qui soit à jour. Vous pouvez répéter les dates, s'il vous plaît, j'ai pas entendu. Entre mars. En fait, si vous êtes bénéficiaire de la C2S et que vos droits arrivaient à échéance entre le 12 mars et le 31 juillet de cette année, à cause du coronavirus, le droit va être prolongé automatiquement de 3 mois. D'accord. Et donc ça, il n'y a rien à faire, c'est automatique. D'accord. Moi, c'était un peu... je trouvais ça un peu étonnant parce que normalement, les droits à la T2S, c'est des droits qu'on ouvre pour 1 an. C'est ça. Et donc, comme ça a été mis en place en novembre, normalement, en théorie, en juillet, personne ne devrait avoir des droits qui se terminent. Mais bon. Mais quand c'est comme ça, il faut se rapprocher de la mutuelle, justement, pour savoir si les droits sont toujours ouverts ou pas. Normalement, comme les droits à la C2S, comme ça a été mis en application en novembre, c'est des droits qu'on ouvre pour 1 année. Donc, normalement, là, en juillet, les droits sont toujours ouverts. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Il y a eu pas mal de quoi sur ça aussi. Hein. Oui, c'était un peu étonnant, en fait, comme réforme, là, que le décret qui a été pris pour la prolongation des droits complémentaires santé solidaire. C'est vrai que c'était un peu étonnant parce que, en théorie, les droits ne peuvent pas arriver à échéance en juillet, puisqu'ils auront moins d'1 an, donc ils courent encore. Bon, c'est comme ça, donc après, Et donc, par contre, ça c'est intéressant à savoir. C'est possible encore actuellement qu'il y ait des personnes qui bénéficient de l'ACS, de l'aide à la complémentaire santé, qui est l'ancien dispositif. Il est encore possible qu'il y ait des personnes qui bénéficient de cette aide parce qu'elles avaient repris un contrat en octobre, par exemple, juste avant l'arrivée de la C2S. Et donc, ces personnes, si leurs droits arrivent à échéance prochainement, et ben c'est pareil, les droits ACS vont être prolongés de 3 mois automatiquement. Donc ça, c'est pareil, il n'y a rien à faire. Les droits seront prolongés à l'ACS de 3 mois. Mais tout de même, la personne elle a le droit de s'y opposer en contactant l'organisme complémentaire qui bénéficie sur lequel elle est inscrite en fait. Voilà. Donc la complémentaire santé solidaire, j'ai un peu digressé par rapport aux différentes réformes qui ont été prises avec le coronavirus, mais la complémentaire santé solidaire,
En gros, c'est une simplification des dispositifs qui existaient avant pour ne faire qu'un dispositif qui va permettre à des personnes précaires d'accéder à une offre de complémentaire santé. La complémentaire santé solidaire, elle peut être soit gérée par l'assurance maladie, soit par un organisme de complémentaire. Donc, il y a une liste sur Internet, vous pouvez retrouver une liste des organismes de complémentaires autorisés à gérer les contrats C2S. Donc, par exemple, en Lorraine, ça va être les mutuelles Acoris et Harmonie, il me semble, qui vont pouvoir gérer des contrats C2S. Donc, ce qu'il faut bien faire attention, si jamais vous orientez, vous, dans le cadre de vos missions, des personnes vers la complémentaire santé solidaire, il faut être vigilant si vous les orientez vers des organismes de complémentaires, type Acoris, Harmonie ou autre. Il faut être vigilant à ce que ces mutuelles n'essayent pas de proposer d'autres produits en plus à la personne. Ça arrive malheureusement peut-être assez fréquemment, où on est une mutuelle, on va accueillir les personnes, mais on va essayer de leur refourguer une petite extension de garantie ou je ne sais trop quoi en plus pour lui vendre des produits en plus. Donc ça, en théorie, les personnes qui bénéficient de la C2S n'ont déjà pas des gros revenus, donc il faut être vigilant à qu'elles ne souscrivent pas en plus d'autres produits. Voilà. Du coup, le renouvellement de la C2S, si une personne y est bénéficiaire, il doit être fait 2 mois, au minimum 2 mois avant l'expiration du droit. Et donc, c'est une demande qui va reprendre, pareil, les conditions de ressources de la personne pour savoir si elle est toujours éligible à ce droit. Dans le cas où une personne ne serait plus éligible à la C2S, l'organisme de complémentaire par lequel elle était gérée en étant à la C2S est tenu de lui faire une offre de sortie. Donc, je m'explique. Si par exemple, en 2019, vous bénéficiez de la complémentaire santé solidaire, on va dire en 1er janvier 2020, vous n'y aviez plus le droit, vous étiez à la complémentaire santé solidaire chez Acoris Mutuelle. Acoris Mutuelle va être obligé de vous faire une proposition de contrat de sortie pour vous orienter vers un contrat de mutuelle classique, mais avec des prix et des prestations encadrées. On va pas se mentir, les contrats de sortie que les mutuelles proposent, souvent, c'est des choses au ras des pâquerettes. Enfin, ils ont essayé de négocier au plus bas pour ensuite inciter les personnes à prendre des contrats un peu plus chers. Là, je ne sais pas si c'est clair concernant la C2S. Oui, oui, très clair. Parce que c'est pas. Parfait. C'est un peu complexe en fait comme système, mais c'est un peu complexe en tout cas à comprendre comme ça de prime abord, c'est pas forcément évident. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment de simplifier le système qui existait avant, parce que on s'était rendu compte que il y avait énormément de non-recours à la CS. Donc l'aide à la complémentaire santé, les chèques qui étaient donnés avant, il y avait énormément de personnes qui avaient le droit, mais qui ne les utilisaient pas parce que c'était un système encore plus complexe. Donc là, c'est vraiment l'idée de simplifier le dispositif et de permettre aux personnes précaires d'être couvertes le plus possible, quoi. Et pour une famille, est-ce qu'une demande doit être faite par personne ou l'ensemble du foyer? C'est des Une demandes par foyer, normalement. Donc, un couple avec un enfant, par exemple, est-ce que c'est… Ouais.
bah voilà, par exemple, pardon, un foyer de 3 personnes pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire, les revenus mensuels ne doivent pas dépasser 1829 € par mois. Donc, un tableau, il y a un barème en fait à chaque fois. Ouais, voilà, c'est ça, il y a un barème, exactement. Et, Francis qui apporte une contribution sur le chat, Clément. Le dossier de demande est complexe et prend en compte l'entière situation de la personne. Par exemple, propriétaire de son logement, loyer fictif en négatif. oui, Francis, oui, est-ce que vous pourriez préciser peut-être, quitte à prendre la parole? Ah, peut-être qu'il n'a pas de micro, Francis, peut-être. Tu vois de quoi il veut parler? Pas de souci. Il n'a pas de oui, micro. oui. En fait, oui, mais comment dire? C'est vrai qu'il y a. Alors, sur la question des loyers, non, j'ai pas forcément d'explication en plus à fournir. Mais par exemple, au moment du lancement du dispositif C2S, la question qui se posait, c'était dans les ressources à prendre en compte, est-ce qu'il fallait prendre en compte les bourses scolaires que les enfants reçoivent? Il y avait eu pas mal de questions comme ça parce que c'était pas très clair. Euh, donc, il y a effectivement, il y a dans les dossiers de demande, ça sera précisé les ressources à déclarer ou pas. Mmh. Donc, par exemple, je sais que pour les questions des bourses, au début, certaines personnes les déclaraient. Finalement, il s'est avéré qu'il ne fallait pas les prendre en compte comme une ressource. Là, je ne sais pas si d'autres personnes avaient des questions sur la complémentaire santé solidaire. Ou si pareil, de la même manière, si vous avez déjà eu à accompagner des personnes sur ce dispositif. Non, pas d'expérience à partager. Comment dire, c'est un dispositif qui est relativement récent et il y a Francis qui a apporté une contribution concernant les loyers. Donc, cela veut dire que le demandeur est propriétaire, on considère qu'il bénéficie d'un avantage en nature, quelle que soit la valeur ou l'origine du logement. Très bien, merci Francis pour ce complément. Du coup, oui, c'est ce que je disais, c'est un dispositif relativement récent, donc pour lequel on peut faire le choix d'être géré soit par l'assurance maladie, soit par un organisme complémentaire autorisé à gérer des contrats de complémentaire santé solidaire. Voilà, je pense la principale information, en tout cas, si dans vos missions de médiateur vous êtes amené, pardon, à accompagner des personnes à remplir des dossiers de complémentaire santé solidaire, c'est de bien faire attention au moment du choix de l'organisme de complémentaire de gestion, de faire attention qu'elle ne propose pas d'autres options en plus qui vont venir alourdir la note. Parce que, comme je le disais, ça s'adresse à des personnes qui n'ont pas forcément des gros revenus, donc voilà, c'est pas la peine de leur rajouter en plus des choses qu'elles vont devoir payer. Aïcha, ouais. Oui, la demande de C2S en version papier reste la même que la demande de CMUC? Non, non, non. Ça va être un. Je parle pas pas la demande sur le compte Amélie, mais en version papier. Est-ce que le dossier est le même ou est-ce que c'est… Non, c'est un autre CERFA. Alors,
si j'arrive à vous faire un partage d'écran, vous allez pouvoir le voir. Voilà. Alors. Voilà, je ne sais pas si là vous voyez mon écran, je vous ai affiché le CERFA de demande de complémentaire santé solidaire. Oui. Voilà, donc si vous allez sur l'API, vous allez pouvoir retrouver normalement le CERFA. Et là, vous allez voir vraiment toutes les instructions avec les ressources aussi que. Voilà un petit aperçu du dossier. Oui, mais c'est à peu près le même. Oui, parce qu'après, c'était pareil. Nom, prénom, adresse, etc. Oui, Ouais, à mon avis, il y a quelques modifications, puis le numéro du PERFA qui change. Ouais. Voilà. Du coup, faut bien renvoyer le bon pour être sûr que ça ne pose pas de problème à la réception du dossier. Et voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions ou d'autres contributions sur la complémentaire santé solidaire. Marianne, non? Je vois que. Non, ça ira, je vous remercie. Très bien. D'accord, ça marche. C'est clair. Ok, très bien. Eh ben, écoutez, moi j'ai fait le tour des différents dispositifs, en tout cas que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si vous voulez qu'on revienne sur un dispositif en particulier ou si vous aviez des questions ou des expériences en termes de renoncement aux soins à partager peut-être. Moi, j'ai juste une petite question, s'il vous plaît. C'est juste par rapport à l'importance de l'actualisation de la carte vitale. En fait, Oui. pourquoi il est important de mettre à jour à chaque fois sa carte vitale? Parce que sans la mettre à jour, en fait, on a l'impression que des fois, les droits sont interrompus ou souvent, on rencontre ce problème-là quand j'appelle les mutuelles, on me dit, bah oui, la carte de monsieur n'a pas été mise à jour et Oui, la carte vitale, pas la carte mutuelle, n'a pas été mise à jour, non? non, la carte vitale. Oui, la carte vitale. Bah, c'est une très bonne question. Alors, j'imagine que la mise à jour de la carte vitale permet comment dire, d'actualiser les informations de la personne, enfin, ou en tout cas de montrer qu'elles sont toujours valides. Pourquoi l'actualiser régulièrement? Enfin, si ce n'est pour pouvoir prétendre aux droits auxquels les personnes peuvent avoir droit. Mais sinon, très honnêtement, je ne saurais pas vous dire pourquoi il faut l'actualiser régulièrement. Et puis surtout, à quel moment? Peut-être pour remettre à jour les infos. Le suivi médical, oui. Ouais, voilà. Voilà, mais du coup, ça, c'est vrai que quand on se rend chez le pharmacien, ou alors on peut la remettre à jour normalement. Si votre statut change aussi, par exemple, si vous passez comme si vous avez le statut de personne qui a, comme tu disais tout à l'heure, une maladie chronique, donc on bascule sur une autre catégorie. Donc à ce moment-là, on est obligé effectivement de faire la mise à jour pour que ça soit pris en compte. Oui, voilà, quand les situations évoluent, ouais, c'est vrai. Ouais. Après, ça permet de voir si on est éligible à certains droits ou pas, je pense. Mais. En tout cas, c'est une très bonne question. Ce serait bien de savoir réellement ce qu'il en est. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que comme je pense, disait Cher, effectivement, si le statut de la personne évolue, que ce soit si comment dire, on tombe malade sur une maladie de longue durée, ou alors si simplement notre adresse évolue, ce genre de choses. Je pense que ça permet de suivre le dossier médical de la personne et de pouvoir ensuite réactualiser les droits au fur et à mesure.
Et la prise en charge à 100%, est-ce qu'elle concerne uniquement les maladies longue durée? Les prises en charge à 100%, Oui. c'est pareil, je ne saurais pas du tout vous répondre là-dessus. Ouais. Je viens de regarder un petit peu là et ça me dit que ça permet de garder à jour vos droits et d'éviter un refus de paiement ou une demande de remboursement d'un trop versé. Le fait de la mettre à jour, la carte. Et justement, concernant, je ne sais pas si certains d'entre vous ont été confrontés à des problématiques liées aux indemnités journalières durant le Covid. Il y a eu beaucoup de questions, de questionnements, de problématiques par rapport aux indemnités journalières et à leur versement pendant le Covid. Donc c'était une thématique aussi assez complexe sur laquelle moi je n'aurais pas d'éléments. Mais... Il y a Francis qui donne une explication, peut-être. Les conditions d'affiliation à la sécurité sociale ont été durcies. C'est peut-être ça qui explique cette mise à jour plus rapide, nécessaire alors, pour qu'effectivement on ne soit pas, on subisse pas ce préjudice, quoi, dans les remboursements et le traitement des remboursements. C'est peut-être ça. Il y avait France-Lise qui était en train de prendre la parole, il me semble. Oui, c'était pour revenir sur les indemnisations au niveau pendant le Covid, mais c'est assez bon. D'accord, ok, très bien. J'espère que je ne vous ai pas coupé, hein, désolé. Non, pas grave, mais j'ai eu une autre de réponse déjà. Ah, merci. Merci beaucoup. Ben, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole. Voilà, en tout cas, l'idée, c'était vraiment de pouvoir faire un tour des différents dispositifs qui existent dans le cadre légal. Après, effectivement, il y a d'autres structures qui vont pouvoir accompagner aussi, je pense à Médecins du Monde, qui réalisent des permanences, voilà, pour des fois délivrer des premiers soins, qui réalisent aussi des permanences avec une étude des droits pour pouvoir ensuite orienter les personnes vers certains droits. Donc voilà, donc j'espère que les différents dispositifs qui vous ont été présentés pourront vous être utiles dans vos missions de médiateurs sociaux. Je renverrai à Cher les liens vraiment vers les différents dispositifs. Comme ça permettra ensuite de pouvoir y accéder lorsque vous en avez besoin. En tout cas, on remarque une certaine, pour quelqu'un qui n'est pas familier de ces dispositifs, une certaine complexité, une grande complexité. D'ailleurs, tout à l'heure, quand tu disais, on a voulu simplifier par rapport à l'un des dispositifs, je crois que c'était la passe, je crois. Je me disais, on simplifie, mais comme si plus on simplifie, plus ça devient complexe. C'est vrai que c'est très, il faut une connaissance fine peut-être pour accompagner les publics, peut-être pas fine, mais en tout cas, c'est nécessaire, j'imagine, pour les médiateurs de bien connaître ces dispositifs, quoi. Je sais pas, peut-être je fais une erreur, mais il y a besoin de s'y frotter régulièrement pour pouvoir en avoir une bonne visibilité. Oui, et ça évolue. Par exemple, je pense à l'AME, l'aide médicale d'État pour les personnes en situation irrégulière. C'est des choses qui évoluent rapidement. Donc, c'est vrai que si on n'y est pas confronté régulièrement, comme tu dis, on peut vite passer à côté de certaines informations. Et, bon, avoir toutes les informations, de toute manière, c'est pas possible. pas possible et ça reste quand même assez complexe sur certains dispositifs à décrypter. En tout cas, l'idée, c'est vraiment d'avoir une connaissance sur ce qui existe pour pouvoir y faire appel, sans, même si après on ne connaît pas le fonctionnement et les rouages bien précisément de chaque dispositif, ne serait-ce que de savoir qu'ils existent et ce qu'ils permettent, pour ensuite pouvoir les solliciter. Ça permet, je pense, d'apporter des réponses voilà, à certaines personnes à des moments qui vont peut-être être dans le besoin.
Est-ce que vous, mesdames et messieurs, vous avez parfois des référents auprès des structures sécu et autres qui vous permettent d'aller chercher les infos quand vous êtes confronté à justement une absence d'informations sur ce qui existe et des personnes vers qui vous pouvez vous retourner pour aller chercher l'info afin d'améliorer vos conseils et accompagnement vers les publics? Non, pas du tout. En tout cas, moi, de mon côté, pas du tout. Pas du tout. Les autres, pareil? Et vous êtes dans quel territoire, France-Lise? Je suis à Strasbourg. D'accord, ok. Ah, ce que j'allais dire, oui. Je pensais à la FIDAS, mais sur la FIDAS du Bas-Rhin, j'ai pas d'éléments finalement. Moi, je connais personne trop. Alors, on envoie des messages, on envoie des mails. Et en général, on essaie de se connecter sur ceux qui travaillent avec les assistantes sociales. Donc, comme ça, on a déjà ce pied à l'intérieur, mais c'est pas forcément évident. Donc, voilà. J'imagine, oui. Parce que c'est vrai que les. Après, moi, c'est toute nouvelle quand même aussi. Hein. Je suis en poste depuis février et on a eu le Covid après. Mais bon, j'ai fait beaucoup de télétravail et j'essaie là, on a recommencé, j'essaie là de rentrer en contact parce qu'on a beaucoup de personnes pendant cette période qui n'ont pas eu accès aux droits, accès aux soins. Donc, on essaie de faire de notre mieux et les partenaires doivent jouer le jeu parce que on est en période de crise, quoi. Il y a Riyad qui apporte une contribution sur le chat. Clément, je te laisse voir. Oui, Riyad qui dit, en tant que médiateur, les principales difficultés dues au fait de l'impossibilité de transmettre les justificatifs par voie électronique. À chaque fois, on a un référent différent qui ne connaissent pas l'historique des formalités. Ils demandent des justificatifs déjà déposés. Ça, Riyad, c'est une remarque en lien avec la CPAN ou alors de manière plus générale avec les différents organismes? Je ne sais pas si vous pouviez préciser. Ah, CPAN, d'accord. Alors là, c'est vrai que malheureusement, c'est un peu la lourdeur administrative propre à l'administration française qui fait que des fois les dossiers se perdent ou alors passent d'une personne à l'autre. On a l'impression de tout recommencer à chaque fois. En tout cas, moi pour la CEPAM, pour travailler avec eux sur la Meurthe-et-Moselle, je trouve que le service FIDAS est assez efficace pour accompagner les personnes et pour démêler des fois certaines situations. Donc, ça peut peut-être être un élément de réponse sur des personnes qui se retrouveraient en situation de renoncement, prendre attache avec la CPAN. Alors, Francis semble dire que pour lui, ça fait partie du travail de constitution de son réseau, quoi. Si je ne dénature pas ses propos, semblant dire qu'effectivement, ça dépend un petit peu du réseau qu'on a su se constituer. Je ne sais pas si ça reflète bien ce qu'il voulait exprimer. Oui, c'est ce qu'il dit. Oui, je pense que c'est tout à fait juste. Et c'est dans le premier webinaire que j'animais en début mai. C'est ce que je retenais aussi. Je reprenais l'exemple de la Meurthe-et-Moselle, comme c'est celui que je connais le mieux. Où en Meurthe-et-Moselle, on a ce qui s'appelle les réseaux d'accès d'information au droit, qui sont des réseaux organisés par les DDCS, les CAF et les maisons départementales des solidarités, donc le département dans son rôle d'action sociale. Et ce réseau permet de réunir les différents acteurs par territoire et vraiment de se mettre à jour sur les dernières nouveautés, sur ce qui existe et vraiment de connaître les personnes clés, les personnes ressources. Donc, je sais que sur tous les différents départements du Grand Est, il n'y a pas forcément des réseaux similaires qui existent. Mais en tout cas, comme le disait Francis Favard, si vous avez la chance d'un peu d'avoir des groupes
comme ça, mis en place soit par vos départements, soit par les DDCS, auxquels vous pouvez participer. Je pense que c'est vraiment un plus pour enrichir son carnet d'adresses et ensuite savoir qui solliciter lorsqu'on a une question bien spécifique. Ça rejoint ce dont on a discuté l'autre jour avec les collègues d'ailleurs, dans le cadre d'un petit bilan restreint. Et on a beaucoup retenu la question qui revient souvent depuis les journées territoriales et tout, celle de la reconnaissance sur le terrain et celle de l'identification du médiateur sur le terrain. Et on se disait encore une fois que c'est peut-être aussi à vous parfois de forcer les choses, hein, d'aller vers les autres, de créer, comme on l'a dit précédemment, ces relations qui sont aidantes, hein, dans le cadre de votre travail. Donc, faut certainement aussi ne pas avoir peur d'aller vers les structures, d'aller vers les contacts et les référents. Donc, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été encouragé l'autre jour dans la discussion qu'on a eue, même si on sait que c'est pas toujours simple, mais bon, c'est peut-être ça aussi la première réponse, quoi. Ouais, c'est vrai, hein, pour compléter ce que tu disais, Cher. Moi, je reprenais l'exemple des réseaux d'accès et d'information au droit qu'on a en Meurthe-et-Moselle, qui sont vraiment super pour se constituer, voilà, un carnet d'adresses, un réseau. Donc, s'il y a des choses équivalentes sur vos territoires, n'hésitez pas à y participer, même à pousser la porte, quitte à vous inviter à des réunions où vous n'êtes pas forcément invité dès le départ, mais ça permet vraiment de montrer qu'on est là, de se faire connaître, de rencontrer les personnes. Il y a les agences régionales de santé aussi qui existent sur les différents territoires, qui peuvent aussi parfois peut-être apporter des réponses. Voilà, il y a différentes choses qui existent. Là, l'idée, c'était vraiment de représenter les principaux dispositifs sans rentrer un peu sans rentrer dans les collectifs qui peuvent être mis en place sur certains territoires. En termes de santé, je pense par exemple aux contrats locaux de santé qui se mettent en place de plus en plus maintenant à l'échelle de communautés de communes, de communautés d'agglomération. Les contrats locaux de santé, c'est porté, piloté par les agences régionales de santé, et c'est l'idée de décliner selon différentes fiches actions une politique santé à l'échelle d'un territoire. Et si vous êtes à Reims, à Strasbourg ou alors dans d'autres territoires, ça peut valoir le coup de vous rapprocher un peu de ces contrats locaux de santé et éventuellement participer à certaines réunions pour connaître un peu ce qui se met en place sur le territoire. Je sais qu'il y a un contrat local de santé à Épinal. En Alsace, il y en a un à Guebwiller, par exemple. En Alsace, il y en a un, en Meurthe-et-Moselle, pardon. Il y en a un sur la métropole du Grand Nancy. Voilà, c'est vraiment un outil là qui se développe, qui rassemble des politiques, des associations, des structures médico-sociales. Donc ça, sur des questions santé, sanitaire, ça peut être intéressant aussi de se rapprocher de ces dispositifs. Nous en sommes pratiquement à 14 minutes qui nous restent. Est-ce que vous souhaitez réagir d'une façon ou d'une autre? Je vous demanderai tout à l'heure, avant de partir, si vous pouviez donner votre appréciation, c'est pas une note, c'est donner comment vous avez vécu ce webinaire sur la partie du chat. Ce sera ensuite exploité comme bilan de cette nouvelle offre qui a été mise à disposition. Mais la parole reste encore disponible pour 5 à 7 minutes si vous avez d'autres contributions à apporter, quoi. Est-ce que, par exemple, vous vous sentez outillé de façon encore mieux pour répondre aux sollicitations sur vos territoires, sachant que, comme toujours, on est dans une nouvelle situation, quoi. C'est une question, moi, que je vous pose pour savoir si ces outils vous aident après aussi. Oui, c'est tout à fait intéressant pour l'accès au droit, pour informer les personnes et leur proposer ce qui convient le mieux à leur situation, dans tous les cas.
J'entends une dernière, après je me tais. On dit souvent les moments difficiles donnent des opportunités aux acteurs. Est-ce que la crise que vous venez de vivre, certains d'entre vous se disent, mais voilà, le territoire est à redéfinir vu que la situation a changé, il y a de nouveaux enjeux. Est-ce que vous vous dites que c'est une opportunité pour voilà, redéfinir vos missions, prendre un peu plus d'espace, ainsi de suite? Vous voyez ça comme une opportunité peut-être aussi, non? Non, pas encore suffisamment de temps. Bon. Clément, tu veux rajouter quelque chose? Oui, ben alors pour terminer, en tout cas, moi je reste disponible par mail ou par téléphone s'il y a d'autres questions ou d'autres sollicitations qui arrivent par la suite, il n'y a aucun souci. Suite au premier webinaire, il y avait des personnes qui avaient participé, qui étaient revenues vers moi par mail pour voilà, plus pour des questions d'ordre général sur l'accès aux droits auxquels j'avais pu apporter des réponses. Donc, On peut avoir votre mail, s'il vous plaît. oui, je vous l'écris dans le chat, il n'y a pas de souci. Super, merci. En tout cas, au nom, voilà, le mail est mis dans le chat. Merci. En tout cas, au nom de tous les participants, je te remercie. Et le GIP, le réseau des GIP aussi te remercie pour ces explications claires de choses qui sont complexes, on l'a dit tout à l'heure. Donc, merci beaucoup, Clément.